on va commencer pour essayer de tenir le temps de cette journée qui termine donc le festival Bruit de Langue. Donc, je suis Héloïse Morel de l'Espace Mendès France et ravie de vous accueillir ici. Pour la plupart, je connais quelques-uns des étudiants et des étudiantes qui sont ici, mais plutôt parce que nous intervenons directement à l'UFR Lettres et Langues dans le cadre des Amphis des Lettres avec une série de conférences que vous avez suivies pour la plupart. Mais sachez que vous pouvez également venir ici puisque la programmation de l'Espace Mendès France n'est pas uniquement les Amphis des Lettres, bien que ça soit une bonne partie. Donc, n'hésitez pas à prendre par ailleurs le programme. Donc, c'est toujours un plaisir d'accueillir le festival Bruit de Langue ici et de pouvoir avoir aussi la possibilité d'assister à une performance puisque les lieux de l'Espace Mendès France permettent cela, notamment le planétarium, vous verrez, qui n'est pas uniquement un planétarium avec un usage classique, mais qui est aussi un espace où nous expérimentons avec nos collègues du lieu multiple diverses propositions arts et sciences et des propositions et des résidences d'artistes. Par ailleurs, il y en a une ce soir, il y a une sortie de résidence. Donc, si vous voulez même prolonger la journée sur une autre thématique, il y a un groupe un peu de fous furieux, je peux le dire, ils ne sont pas là, mais qui vont bien mettre l'ambiance dans une salle qui est à côté, qui est plutôt une black box. Donc, je ne vais pas être plus longue, mais je vous remercie par avance pour les échanges que nous allons pouvoir avoir aujourd'hui et puis pour la suite autour de l'œuvre d'Emmanuel Pirer. Merci beaucoup à Stéphane Bicalo, évidemment, et Martin Rass pour leur compagnonnage et puis la programmation que nous tenons et que nous portons. Merci. Donc, vous l'avez vu, il s'agit d'une journée d'études, création-recherche, recherche-création, donc qui clôt le festival depuis 3 ans. Je dois rappeler qui se fait grâce au soutien de vous, les étudiantes et étudiantes, puisque vous payez 90 € chaque année, la CEVEC. Et donc, c'est grâce à une subvention de la CEVEC que nous organisons cette journée d'études autour des enjeux de culture scientifique et de vie étudiante. Je remercie évidemment l'Espace Mendès France et en particulier Héloïse Morel de nous accueillir. Alors, l'idée de cette journée, elle est assez simple, c'est de réunir des auteurs, autrices, chercheurs et chercheuses, et parfois les deux à la fois, autour qui ont fait partie du festival ou sur lesquels on va travailler en lien avec une thématique, un axe du laboratoire Forélis, forme, représentation, linguistique, littérature, image et scène. En l'occurrence, cet axe, c'est autour des questions d'intermédialité, donc de rapport entre les arts. Et puis, ce qu'on constate, c'est que cette notion d'intermédialité qui est finalement utilisée de manière assez récente dans la recherche, années 70 à peu près, 80, et une pratique ancestrale. Et donc, cette journée-là permet d'aborder le point de vue de la création, et donc, en partant de pratiques artistiques, en l'occurrence, donc celle de quelques-unes de nos invités, de réfléchir et de voir en quoi cette approche, ces pratiques artistiques, ces points de vue de la création et ce dialogue entre création et recherche peut nous permettre d'avancer scientifiquement sur ces enjeux. Alors, ce qu'on constate souvent quand même, c'est que les auteurs et autrices, alors ça avait été très net l'année dernière, en tout cas, utilisent très peu, voire pas du tout, cette notion d'intermédialité, tout en la pratiquant abondamment. C'est le moment où tu peux intervenir. Parce que, alors, donc, on a fait une introduction où on s'interrompt des fois. Et il n'a pas interrompu, donc C'est à moi, là. Bonjour, je me souviens, je fais partie des premiers auteurs qui ont été invités à Bruit de Langue. C'était à l'époque où on allait même au Confort Moderne. Non, c'est ça. Et au Planétarium. Et au Planétarium, moi j'ai tout fait, quoi. Donc c'était il y a très longtemps. Voilà. Alors, oui, c'est vrai je m'appelle Jean-Charles Macera. On pratique ce que le monde académique universitaire désigne par intermédialité. Presque, j'ai envie de dire, naturellement.
mais en même temps, on ne le vit pas de manière très facile non plus dans le champ de la création. Enfin, moi, pour ma part, j'interviens en tant qu'écrivain et artiste dans le champ des arts visuels. Et il faut savoir que, par exemple, les arts visuels, aujourd'hui, c'est dans l'ordre du commun, de la normalité, de voir ce qu'on appelle vulgairement, ou de manière un peu générale, une installation dans une exposition, quoi. Une installation, ça peut être un assemblage de matériaux divers, de toutes formes d'outils, de supports, de technologies diverses. Et c'est vraiment aussi, il y a des différences énormes entre deux installations. Formellement, ça ne peut pas se résumer à quelque chose qu'on repère formellement comme un tableau, une peinture, une photographie, une sculpture. Et en littérature, la frontière entre la poésie, la fiction, le documentaire, l'essai, le théâtre, elle est aussi extrêmement pesante et inquiétante parce que depuis la fin du 19e siècle, depuis les poèmes en prose de Baudelaire, depuis le travail de Lautréamont, de Rimbaud, ça ne devrait plus être une question. Et je trouve ça très inquiétant que ça en soit encore une aujourd'hui. Donc après, on a d'autres choses à dire sur les classifications. Mais c'est vrai que moi, juste pour clore rapidement, quand je pense à une pièce, un objet artistique, littéraire à créer, pas littéraire artistique, une visée, je me dis, des fois j'utilise la photo, des fois j'utilise la vidéo, des fois j'utilise ma voix, des fois je fais ce qu'on appelle vulgairement une performance, c'est encore ce truc aussi sur lequel il faut discuter, et des fois je fais un truc qui se vend dans des librairies, relié, un livre, quoi. Et à un moment donné, la question c'est juste de quel support j'ai besoin et de quel matériau. Je ne me pose jamais d'autres questions. Donc des fois ça donne un livre, des fois ça donne un film, des fois ça donne une install, quoi. Mais je trouve encore bizarre, en 2022, de renverser la question et de poser la question à partir du support. Il y a une question, et après on dit de quels outils on a besoin. Voilà. Bon, au revoir. Alors, ce qu'on s'est dit, effectivement, et Jean-Jacques... Moi, c'est Jean-Charles. Jean-Charles, c'est Jean-Jacques dans ma ligne de mire. Et on se connaît depuis longtemps avec Patrick. Hein, c'est vraiment... c'est mon deuxième prénom. C'est que sur ces questions-là, justement d'intermédialité, on avait envie de centrer, étant donné la programmation de Bruit de Langue et les interventions qui vont venir de Ludivine Touvrez après, sur Marc Bellido, sur Emmanuel Pirer, d'Anouk Langanet aussi, donc de Martin, de Jean-Charles, qu'on allait centrer peut-être cette question de l'intermédialité, et puis de Magali aussi, d'un Gaël, autour des questions du rapport au document. Alors c'est très très large, hein, mais ce document pose des questions de quelque chose qui n'est pas littéraire a priori et qui va trouver place dans l'œuvre d'art, souvent telle qu'elle, mais sinon réorganisée, etc. Donc on s'est concentré sur cette notion de document, d'où le titre de la journée. Et, en fait, en lien avec une sorte de mouvement que, en tout cas, la critique repère dans la littérature contemporaine, qui a pu être appelé par Dominique Viard sociologisation de la littérature, par Lionel Ruffel narration documentaire, par Emmanuel Pirer fiction documentaire, par Marie-Jeanne Zenetti factographie. Enfin là, il y a toute cette réflexion-là, sont dans une dizaine d'années, hein, des années 2010 à 2020. Et ce mouvement donc ancre le discours littéraire dans l'analyse du discours aussi, au sens où les textes apparaissent comme des documents, et que ce rapport au document permet une réflexion parfois thématisée ou exemplifiée sur ce que c'est que le littéraire. En fait, ça nous oblige de plus en plus à nous réinterroger sur cette question à laquelle personne n'a jamais répondu, hein, qu'est-ce que la littérature ? Et donc c'est intéressant à ce titre-là, cette question de l'intermédialité et du document en particulier. Et donc ce que vous avez constaté par notre co-présence à tous les trois, organisation de la journée en introduction, c'est qu'on a voulu justement placer cette journée sous l'égide de nos trois points de vue. Donc moi en tant qu'enseignant-chercheur, Jean-Charles en tant que artiste multi-support, c'est ça le mieux et Mathilde. C'est ce qu'avait trouvé la directrice de l'Institut d'art contemporain Villeurbanne. Ouais, c'est ce qu'avait trouvé l'artiste multi-support, c'était ce qu'avait trouvé la directrice de l'IAC, l'Institut d'art contemporain Villeurbanne, quand j'avais fait ma première expo
en 2010 et je l'ai gardé parce que je trouve ça le fait. Bon, le problème, c'est que quand on tape artiste multisupport dans Google, on tombe que sur moi. Donc, peut-être pas la bonne. Enfin, ne notez pas, je pense que c'est pas. Faut encore trouver un truc. Telle intermédialité. Et donc Mathilde Rimaud qui va apporter le point de vue de l'édition et de la librairie sur ces enjeux-là. Donc. Parce qu'effectivement, la question de ces formes nouvelles, ces documents qui peuvent être base ou bien intégrée directement telle qu'elle aussi dans l'écriture. Elle est de plus en plus visible au niveau de la production éditoriale et aussi des enjeux qu'elle soulève en termes d'organisation éditoriale et même commerciale. Donc là, du côté édition et librairie, il y a une place de plus en plus assumée et visible de cette littérature hybride, en tous les cas, ou en tout cas de nouvelles formes littéraires qui font glisser forcément les frontières entre la non-fiction et la fiction. Alors ce qui est intéressant, c'est de se redire que finalement, on est encore très en retard là-dessus au niveau de la profession, puisque les classifications qui sont utilisées pour organiser la production, pour se repérer, pour pouvoir la commercialiser, pour pouvoir la retrouver en termes de bibliographie, etc., s'appuient sur des classifications qui sont encore très classiques dans l'approche en silo, avec des grandes catégories qui font clairement la différence entre ce qui relève de la non-fiction, ce qui relève des sciences dures, ce qui relève des sciences humaines, ce qui relève de la littérature, sans qu'il y ait forcément de croisement facilement possible. Je pense évidemment à Dewey, qui est très utilisé par les bibliothèques, mais aussi par la BNF sur l'ensemble du dépôt légal, par exemple, ou bien au niveau de l'économie du livre sur la catégorisation qui est mise en œuvre par la CLIL et qui permet aux libraires d'organiser leurs rayons, d'organiser leur outil de gestion derrière et de savoir dans quelle catégorie je range tel ouvrage quand il arrive dans mes stocks. Et ben en fait, on se rend compte quand on regarde ces catégories que c'est hyper... qu'il n'y a pas de porosité, justement. Donc, on va voir que ça pose des questions derrière quand on reçoit un ouvrage dont on ne sait pas très bien quoi faire et dans quoi le ranger, en réalité. Et alors même que la production elle-même, on voit, est de plus en plus ouverte à ces hybridations-là. Je pense bien sûr à la question de la bande dessinée, qui est un des genres qui a récemment montré, et Marc Bellido en est un bon exemple évidemment, que les approches peuvent être transdisciplinaires avec des BD documentaires et de reportages qui prennent de plus en plus de place, qui relèvent d'un véritable travail documentaire de reportage parfois. Le site BDtech recense plus de 70 ou 80 séries qui relèvent de cette BD reportage et de journalisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que c'est un genre qui est identifié aujourd'hui par le lectorat, par les gens qui viennent en librairie trouver ce type de production, et qui relève à la fois, qui peuvent être soit des adaptations, je pense à Sapiens par exemple, qui est issu d'un livre, d'un ouvrage, ou bien des enquêtes directement réalisées sous forme BD, comme par exemple Algues Vertes, dont c'était le cas. Voilà. Et on trouve aussi des mangas documentaires, je pense à l'éditeur Akata par exemple, en Limousin, qui est très important sur ce domaine-là. Mais on va retrouver ce phénomène dans d'autres domaines, dans d'autres genres, justement, en sciences humaines, avec des écrits sur le féminisme, par exemple, qui peuvent de plus en plus croiser des récits personnels, un engagement politique et des éléments issus plutôt des sciences sociales traditionnelles. Même dans du domaine pratique, on peut retrouver ces glissements-là avec des éditeurs côté nature-environnement, par exemple, qui sont des éditeurs parfois traditionnellement... plutôt liés à la description de la nature, etc., et qui vont se mettre à écrire ou publier des manifestes, les engageant en tant qu'éditeurs en termes de prise de position en faveur du réchauffement climatique, de la prise en compte du réchauffement climatique, etc., et qui, en plus, embarquent des écrivains avec eux dans cette démarche-là. Je pense à Delachaux et Nisley, par exemple, qui ont fait intervenir plus de 19 auteurs et écrivains sur un manifeste dans ce sens-là. Et puis, on l'a vu mercredi avec les éditions La Volte qui sont venues en masterclass dans le cadre de Bruit de langue et l'intervention d'Alain Damasio mercredi après-midi également, même sur un genre ou un sous-genre, je fais exprès d'utiliser ce terme dépréciatif puisqu'aujourd'hui c'est encore considéré comme ça la science-fiction en France, un sous-genre littéraire, on va trouver des façons d'appuyer un récit fictionnel sur des avancées technologiques, une réflexion politique extrêmement documentée et qui viennent servir justement un propos politique et d'anticipation.
Mais bien sûr, c'est en littérature générale qu'on voit cette littérature non fictionnelle apparaître de façon beaucoup plus claire. Alors bien sûr, le roman reportage ne date pas d'hier, voilà, Hemingway, Truman Capote, etc. Mais c'est vrai qu'on a une grande visibilité aujourd'hui offerte à cette approche à travers des auteurs comme Carrère ou Florence Aubenas qui vont avoir une visibilité très importante. Et on peut reprendre le terme que tu as utilisé tout à l'heure, tiré de la recherche de Lionel Ruffel, de narration documentaire, de narration littéraire documentaire, qui est à la fois, il le décrit comme étant des récits qui relèvent tout à la fois ou distinctement de la relation de voyage, de l'enquête sociologique, de l'essai politique, du récit biographique ou autobiographique. Et surtout, ce qu'il souligne, c'est qu'elles font un usage singulier du document qui consiste généralement à l'exhiber. Donc on va non seulement se nourrir de ces recherches-là, mais on va même les utiliser dans la manière de construire son récit et ne pas les cacher derrière la fiction. Donc c'est effectivement certains auteurs aujourd'hui qui peuvent illustrer ça très clairement. Je pense à Éric Plamondon, voilà, par exemple, qui est un auteur québécois qui va tisser son récit avec des emprunts à des articles, des comptes rendus de presse, à ses propres avis ou vraiment de la fiction en tant que telle, par exemple. Mais bon, il y en a plein d'autres, j'en ai amené quelques exemples là, on pourra en reparler à la pause si besoin. Ou bien la création de maisons d'édition dédiées à ce type de genre, comme les éditions du Sous-sol, qui sont créées en 2011 par Adrien Bosc, par exemple, et qui revendiquent justement d'être un écrin pour ce genre singulier entre fiction et réalité. Donc tout ça pour dire que ça existe de plus en plus, que cette intégration de documents et ce décloisonnement sont aussi des prises de parole issues d'un travail documentaire approfondi, et qui, du coup, en tant que telles, constituent une réinterrogation du monde. Et souvent, du coup, ce sont des œuvres qui sont d'emblée politiques, ne serait-ce que par l'approche qu'elles ont dans la construction du récit. Et donc, je reviens à ma classification du départ, parce que du coup, qu'est-ce qu'on en fait quand on est libraire, quand on est bibliothécaire, et qu'on a nos rayons organisés selon la CLIL ou selon Dewey? Où est-ce qu'on les met et où est-ce qu'on les met? Mais surtout, pour le libraire, la question derrière, c'est de manière à ce qu'il trouve son lectorat. Voilà. Et que si je le mets là, peut-être qu'il va trouver une partie du lectorat, mais pas tout. Et en même temps, je ne peux pas le mettre dans 3 rayons différents, parce que j'ai déjà 68 000 nouveautés par an à gérer, et que donc je ne peux pas avoir 3 exemplaires dans 3 rayons différents du même titre, ce n'est pas possible. Donc comment je fais? Donc cette question-là, elle devient de plus en plus prégnante. Parfois, il y a des créations de nouveaux rayons, je pense à féminisme par exemple, qui permettent justement de croiser autour d'une thématique particulière des sciences humaines, mais aussi de ce type de récit-là. Et certains libraires vont jusqu'à réinventer la manière d'organiser leur espace commercial. Je pense à Page et Plume, par exemple, à Limoges, qui est en plein travaux et qui va réorganiser tout son étage autour de pôles thématiques. Comprendre le monde, explorer le monde, se former, enfin voilà, qui sont une approche du coup qui va permettre ces transversalités-là en sortant des silos classiques de classification. Tu veux parler de classification ? C'est-à-dire que je devais prendre la balle au vol et puis je ne l'ai pas prise, c'est ça. J'ai bien senti ton regard tout à l'heure. On va m'accuser de couper la parole, donc je n'ai pas osé le faire. Dans les classifications, c'est pas simplement un problème. Le problème qu'on trouve dans la classification des bibliothèques à l'international, il se retrouve exactement, quasiment dans les mêmes termes, dans la classification muséale. C'est-à-dire qu'il y a encore, dans la plupart des principaux gros musées occidentaux, une classification par médium, sculpture, photographie, peinture, dessin, qui a commencé à poser un sérieux problème à la fin des années 70, dans la mesure où de plus en plus d'artistes pratiquaient, faisaient des installations, etc. Pour exemplifier la chose de manière anecdotique et un peu vécue, puisque dans ma jeunesse, parallèlement à mes activités d'écrivain, avant de devenir moi-même artiste dans le champ des arts visuels, j'ai été critique d'art et j'ai participé à la rédaction de beaucoup de catalogues au Centre Georges Pompidou et dans d'autres pays en Europe. Et je me souviens très bien, à un moment donné, le MoMA, le Musée d'art moderne de New York, décide de faire la première monographie
un des artistes américains les plus importants de l'après-guerre, enfin, d'après certaines classifications, qui s'appelle Bruce Nauman. Et donc, pour la première fois, un artiste vivant à tout le 5e étage du MoMA. Donc ça veut dire que tout le monde dit « Oula, garde à vous, c'est important ». Donc réunion en panique à Beaubourg, surtout qu'il y avait une expo qui était prévue à Beaubourg et 2 autres musées en Europe, la World Gallery à Londres et puis le Kiasma qui venait d'ouvrir en Finlande. Et les gens se réunissent comme ça et disent « Qu'est-ce qu'on a dans les collections ?» Et là, tout le monde baisse la tête. Il y a Bruce Nauman, parce que Beaubourg a toujours été un peu en retard sur le contemporain, il faut savoir. Mais bon. Et là, ils sont en retard pour une raison purement de classification. C'est-à-dire tout le monde baisse la tête parce qu'il y a quelqu'un qui avait 2-3 photos, à l'époque où Bruce Nauman faisait des photos, et une sculpture en cire avec son bras et un jeu de mots, etc. Et c'est tout simplement des travaux qu'il avait fait en 5e année d'étudiant quand il sortait de la fac. Et c'était encore classifiable. Mais après, on rentre dans ce qui fait son œuvre majeure et ce pourquoi il a été connu et exposé dans le monde entier après, sont ce qu'on appelle vulgairement des installations. Et c'est inclassifiable comme ça. Et ce qui était très bizarre, c'est que, je parle de Bruce Nauman, mais on a le cas de Martha Rosler, on a le cas déjà Lisa Attila, l'artiste finlandaise, on a le cas beaucoup plus jeune, on a le cas de Vito Acconci qui est décédé il y a 2 ans, ou de Dan Graham qui vient de décéder. Ce sont des gens qui ont toujours, de toute leur vie, qui font partie des artistes majeurs de l'histoire de l'art contemporain, qui ont construit, qui ont même un peu dans le champ universitaire aussi. Martha Rosler a beaucoup enseigné aux États-Unis puisqu'elle refusait d'être dans une galerie commerciale, donc elle gagnait sa vie comme enseignante. Et ces gens-là sont inclassifiables en termes académiques, en termes de collection muséale. Vous ne pouvez pas les mettre en photo, vous ne pouvez pas les mettre en sculpture, etc. Donc ça pose aussi la même question, parce que là, c'est carrément, même on n'arrivait pas à les collectionner, quoi. C'est-à-dire qu'on arrivait à un point où beaucoup d'artistes majeurs ne sont pas, ont eu du mal, ont mis du temps à être intégrés. Puis après, une question, quand on les intègre, enfin, c'est trop cher. Enfin, bon, après, ça pose d'autres vrais problèmes de leur vivant, parce qu'ils échappaient à une classification qui reste extrêmement rigide. Et c'est pareil, c'est-à-dire que pour passer le concours de conservateur en France, heureusement, ça a un peu explosé avec la liberté de circulation des conservateurs et des conservatrices dans l'Union européenne, qui a mis à mal la fameuse classification française, qui s'appuyait encore sur... il fallait encore avoir lu son Masno et fait l'école du patrimoine, où on s'arrêtait, on s'arrête au moment où cette classification pète, quoi. Et ça pose un vrai problème aujourd'hui, parce que tout le monde dit « ouais, les collectionneurs privés ont tout pris, Pinault, pour les plus connus en France, etc. » Et là, moi, j'ai envie de faire un peu le mec chiant. Je dis « ouais, mais les mecs, vous étiez où depuis au moment où il fallait acheter les trucs? Personne n'a fait le job. » Donc effectivement, on arrive à un paradoxe aujourd'hui, c'est que bizarrement, souvent des œuvres majeures des 50 dernières années sont dans les plus grosses collections privées du monde. Parce que les collectionneurs privés n'achètent pas. Il y a ceux qui font de la spéculation, mais il y a ceux aussi je suis désolé, il y a des gens aussi qui aiment vraiment l'art et qui achètent les bonnes pièces, même les trucs invendables. Vous allez à la Hamburger Bahnhof, une des plus belles collections privées montrées à la Hamburger Bahnhof à Berlin. C'est un collectionneur qui essaie de se racheter sur les méfaits de son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il se trouve qu'il a pratiquement les œuvres majeures qui circulent dans la plupart des grandes expositions internationales. Et aujourd'hui, on a le même cas avec Pinault et Arnaud, quoi. Et là, tu as envie de dire, mais Beaubourg, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi? Voilà, bon, j'ai fini mon truc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Voilà, on retrouve exactement le même problème. En fait, pour parler un peu en termes universitaires, enfin, j'espère que j'emploie les bons termes, on est toujours un peu flippé quand on vient chez vous, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le même vocabulaire, quoi. Mais en gros, il y a un vrai problème, il y a une opposition entre la synchronie et la diachronie. C'est-à-dire qu'on est encore dans des classifications qui pensent en termes historiques, qui traversent les époques, donc diachronie, quoi. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est un repérage à chaque fois synchronique avec ce qui est en train de se faire ici, maintenant, et qui dit quelles sont les meilleures entrées possibles, en librairie, qu'en art. Or, ce travail n'est jamais fait. Il est fait naturellement par ceux et celles qui pratiquent le truc, évidemment. Moi, je ne me pose jamais cette question-là. Sauf qu'effectivement, après, je devais aussi rebondir sur un autre exemple, c'est un micro-exemple, mais je me souviens quand je venais de sortir France Guide de l'utilisateur chez POL, il se trouve que, après je sors United Emmerdement au New Order quelques années après, qu'il y a beaucoup de documents, des textes des résolutions de l'ONU, des modes d'emploi, des posologies, etc.
Et j'avais sorti entre-temps un essai qui avait été plus vu que mes fictions, qui s'appelle Amour, gloire et CAC 40, qui parle des mythologies contemporaines, mais en s'appuyant sur l'art contemporain et le cinéma. Et un jour, on a invité avec l'auteur Jean-Pierre Rostand et Feu, le philosophe Jean-Paul Curnier, on avait fait un petit trio, une petite performance à 3 qu'on faisait tourner en France comme ça. On a invité à l'U à Nantes, et il y a les gens de la librairie, qui est une des meilleures librairies de France, voilà, à Vendouest, qui viennent me voir et disent « Ouais, on a tous vos livres, Jean-Charles Masséra, on a eu de vous accueillir. » Et moi, chiant, je dis ah ouais, c'est bizarre, je suis passé hier, je ne les ai pas vus, quoi. Et ils me disent mais on vous collectionne depuis, on a vos livres depuis le début. Vous allez en rayon sociologie, ils sont tous là. Sociologie parce que j'avais écrit France Guide de l'utilisateur, quoi. Sauf que France Guide de l'utilisateur, il n'y a pas plus fiction que ça, quoi. Mais le titre, il s'est arrêté ça. Et alors quand j'ai sorti un truc avec un récit de vélo avec ma pomme en jaquette chez POL, Jean de la Ciotat confirme sans le signer, là carrément on était en sport. Donc, voilà. Rien de pire pour un libraire qu'un auteur qui passe voir où sont ses livres. Du coup, depuis ça, je le fais jamais. Je rentre jamais dans une librairie. Je commande tout sur Amazon. Tu devais être un peu fier d'être au rayon sport. J'étais un peu fier d'être rayon sport, mais après, quand Gallimard a racheté POL, on me l'a bien fait sentir que j'avais été en rayon sport et que je n'avais pas été vendu, quoi. Peut-être sur le titre de la journée, parce que c'est toi qui l'as trouvé aussi, qui nous avait fait plusieurs propositions. On avait dit quand les documents deviennent forme. Tu nous expliques ça un petit peu ? Quand les documents deviennent forme. Je suis désolé, je dois reprendre la parole. Quand les documents deviennent forme. Bon, c'est un clin d'œil à une exposition mythique du Feu aussi, décédé il y a 3-4 ans maintenant, Harald Zeman, qui avait fait une exposition qui a fait couler beaucoup d'encre et qui explose les codes aussi en 69, qui s'appelle Quand les attitudes deviennent forme. C'était après on pense souvent que c'est à la Documenta, qui est une des plus grandes expositions d'art contemporain tous les 5 ans. C'est un peu les Jeux Olympiques de l'art contemporain, qui a été organisée par Harald Zeman. Mais en fait, Quand les attitudes deviennent forme, c'est 1 an avant sa Documenta. Et il trouve ce titre justement pour rassembler des œuvres qui n'entrent plus du tout dans les classifications dont on vient de parler, et qui sont les œuvres qui sont en train de faire époque tout simplement et de faire sens à l'époque. Et je trouvais que pour la journée, c'était intéressant de reprendre ce vieux clin d'œil en disant hey, les gars, ça date de 1969, ok. Et ensuite de rappeler que, comment dirais-je, que cette question du document intégré à l'œuvre, c'est quand même... C'est bizarre. Non, mais depuis Braque, on sait qu'on peut faire des trucs intégrés dans un tableau, enfin un journal. Vous allez écouter tout à l'heure Emmanuel Pirer, il y a plein de trucs qu'elle a détournés, qu'elle montre des documents existants. Moi, je fais ça depuis tout le temps, depuis tout petit. Simplement, on ne voit pas les coutures. Et on ne voit pas les coutures, et il y a une écriture qui met ça en forme. Moi, j'utilise plein de textes de loi, des résolutions de l'ONU, j'ai dit des plaquettes d'entreprise, mais vous mettez ça dans un travail littéraire, en boucle. Alors, les littéraires vont dire c'est la boucle comme Tarkos, et puis les sociologistes vont dire bah ouais, non, c'est de la sociologie parce que vous avez vraiment utilisé les résolutions de 67 sur la question palestinienne. Sauf que vous lisez le truc, je me souviens très bien, désolé, une anecdote un peu bête, j'étais invité à la FNAC à Genève, et je devais discuter avec... la responsable d'Attaque. Et la personne qui était la médiatrice n'avait pas lu mon bouquin, ni celui de Georges, donc on était 2 comme ça, et elle commence à lire un extrait. Donc Georges, ça se passe très bien, Attaque, puis moi, elle prend mon truc, et c'est une phrase qui faisait 2 pages, quoi. C'était un truc qui marche sur le souffle. Et elle lit, donc déjà, les organisateurs de la FNAC ne savaient plus où se foutre, parce que clairement, elle n'avait pas lu mon boulot. Elle dit, donc Jean-Charles Masséra, vous venez d'écrire un essai, United Emmerdement of New Order, et elle commence à lire le truc. Et là, elle tombe sur la boucle, on a l'impression d'entendre du Tarkos, quoi. Et elle me regarde, et toi, tu fais. Voilà, c'est tout. Donc, il y avait du document, mais parce que, je veux dire, pourquoi il y a des documents, mais comme il y a des phrases entendues au bistrot, comme tout peut faire matériau littéraire. Donc la question, elle se pose même, je ne comprends même pas pourquoi la question est posée, en fait. Dans la mesure où, à partir du moment où vous écrivez, que ce soit une parole entendue dans le bus, dans le métro, que ce soit un truc piqué dans une recette de cuisine, que ce soit un truc piqué dans une résolution de l'ONU, un extrait du New York Times ou Jean-Pierre Pernaut sur TF1, je veux dire, de toute façon, vous êtes dans un rapport de prélèvement de matériaux. Et après, vous écrivez avec ces matériaux. Et c'est transmis par un truc qui s'appelle la langue, avec un autre truc qui s'appelle l'alphabet. Donc, je ne vois vraiment pas où est la... En fait, je trouve qu'il ne devrait même pas y avoir cette journée, quoi, d'une certaine manière. Dans la mesure où c'est quelque chose qui est naturellement intégré à la pensée. On pense avec des matériaux existants.
On pense pas avec... Si vous voulez, ça renvoie à une vieille croyance que le littéraire et l'artistique produiraient ex nihilo de l'inexistant avant. En gros, c'est ça que ça raconte. Mais fuck, c'est un fantasme absolu. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout simplement. Voilà. Alors, donc, cette journée a lieu quand même parce que effectivement, la recherche universitaire a souvent met un temps à s'approprier la création. Voilà, on le voit sur pas mal de choses. Hein. Les premiers, je pensais aux premiers travaux vraiment sur la dimension graphique du texte. C'est les années 70, alors que Mallarmé, c'est 100 ans avant, enfin 90, peut-être 80. Ouais, ou Apollinaire, ou même Stern. Enfin. Donc c'est vrai qu'on constate ce décalage-là, et en tant que chercheur-chercheuse, l'enjeu pour nous, c'est justement d'essayer de voir comment un certain nombre d'outils critiques ne fonctionnent plus ou doivent être réélaborés et historicisés, comme tu le disais. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et notamment, alors moi je ne suis pas du tout théoricien des questions d'intermédialité, mais on a la chance d'avoir Magali Nardgaël qui interviendra cet après-midi et qui a écrit ce texte-là. Et clairement, l'idée, c'était qu'elle nous le présente, et vous aussi, pour l'étudiant-étudiante, et puis qu'elle apporte une contribution peut-être plus théorique, tout en étant adapté, je ne sais pas ce que tu as fait finalement, parce qu'on ne s'est pas reparlé, mais au fait que Emmanuel Pirer soit invité. Enfin, voilà, donc... tu trouveras plein de réponses tout à l'heure avec Magali. Moi, je ne sais pas. Et alors, pour finir sur cette introduction, en tout cas, ces quelques éléments, je voulais rappeler, je l'ai dit, que c'était un axe du laboratoire, mais que c'est aussi justement en lien, cette journée, c'est pour ça qu'il y avait plein de titres, sous-titres, peut-être que ce n'était pas très compréhensible, parce que j'ai rajouté intermédialité créative et inclusive, parce que c'est un projet que Magali a porté avec Poitiers et Limoges, Chloé Waked. Et on essaye pendant 4 ans, et puis on va sans doute développer, d'envisager comme ça ces questions d'intermédialité en lien avec ces questions de recherche, création, et alors inclusif, pour pas dire intersectionnel, parce que sinon ça passerait pas au niveau des subventions, mais c'est autour de ça en gros. Et donc cette journée-là, et les auteurs et autrices invités cette semaine, on s'est dit finalement ça entre dans ce projet-là plus large qu'on a, donc dont éventuellement Magali dira quelques mots si elle le souhaite tout à l'heure. Enfin voilà. Donc il y a en tout cas la volonté de s'inscrire là-dedans, on aura l'occasion d'en reparler. Une des troisième raisons quand même de cette journée aussi, c'était la présence d'Emmanuel Pirer comme invité de la semaine, parce que, comme tu l'as évoqué, effectivement son travail est au cœur de cette utilisation du document comme matériau intermédial. Et donc on le verra notamment à 14h pour sa performance, et puis dans la demi-journée qui est consacrée à son travail, dialogue avec Jean-Charles Macera, intervention de Martin Rass et de Magali. Et en plus, je disais, on peut être auteur, autrice et chercheur, chercheuse. C'est le cas d'Emmanuel notamment, qui rédige une thèse depuis 2018, je crois, sur la performance littéraire sous la direction de Lionel Ruffel, dont on a déjà parlé, prof à Paris 8 et qui travaille sur ces enjeux-là aussi. Plus généralement, je crois que de toute façon, le festival Bruit de Langue, on le souhaite depuis le début, s'intéresse à ces questions d'intermédialité, en tout cas en faisant venir systématiquement des concerts rock-fiction poétique cette année, avec Entrée dans la couleur inspirée des Furtifs, mais on l'a vu aussi lundi avec la présence de Sylvain Prudhomme et de Malane Manet, et puis plus généralement plusieurs auteurs et autrices comme Marc Bellido, Martine Delvaux, Anouk Langanet, qui font cet usage du document ou qui travaillent avec d'autres artistes. C'est aussi, rappeler, un des enjeux, je crois, de ce qu'on a envie de défendre dans le Master Livre et Médiation. Et donc, comme vous êtes un certain nombre du Master Livre et Médiation ici, et je vous remercie de votre présence, et je rappelle d'ailleurs qu'il y aura, et ça peut intéresser celles et ceux qui ne sont pas dans le master mais qui pourraient avoir envie de poursuivre cette réflexion, il y a un workshop de 2 jours à venir le 31 mars et 1er avril, dont Martin s'occupe, sur ces questions de littérature exposée. Donc on retrouve ces mêmes enjeux avec Lionel Ruffel et Jean-Charles Macera notamment. Et dans la continuité de ce que tu viens de dire, rappelez aussi que le master ayant cette couleur très assumée autour de la médiation littéraire, qu'on mène aussi une réflexion sur le rôle que les manifestations littéraires peuvent avoir pour faire éclore
justement des formes intermédiales en mariant des auteurs ou des auteurs et des illustrateurs ou des musiciens, voilà, et qui créent des formes nouvelles à partir d'œuvres préexistantes. Voilà, donc ça fera partie des champs d'exploration qu'on va continuer de mettre en œuvre. Bon, je vais abréger parce que je vois que sinon on va commencer à prendre du retard et juste de vous rappeler que ce qu'on fait là, ce qu'on a fait depuis 2 ans, on a l'objectif de le mettre en forme un petit peu dans les cahiers du Forelis, hein, qui sont des cahiers donc liés au laboratoire, qui sont une forme intermédiaire en ligne. Et donc, il y aura trace de ce qu'on va faire là, aussi bien en texte, en visuel, en image, en son. Enfin, on va voir comment on va faire pour justement prendre notre part dans ces travaux-là. Bon, peut-être que tout à l'heure, quand je prendrai la parole, je rappellerai des éléments sur le rapport au document un peu plus théorique. Mais pour finir là-dessus, toi tu as un petit truc à dire. Attends, excusez-moi. Bon, si peut-être quand même rappeler que cette question du rapport au document, Jean-Charles l'a dit, ça fait longtemps. Alors quand même en recherche, j'ai été un peu sévère, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a des recherches là-dessus, et notamment on date cette émergence et les travaux très intéressants de Anne Reverso, Sarah Bonciarelli et Carmen Vandenberg sur le document comme élément intermédial ou transmédial. Alors ça, voilà, on pourra vous donner ces références-là si ça vous intéresse de creuser ces éléments et que l'intérêt du document, c'est qu'il s'ancre dans quelque chose de l'ordre du réel qui serait plus immédiat et qu'il crée une hybridation générique. Voilà, c'est ça qui nous intéresse le plus et donc sur lequel on va insister tous autant qu'on est, je crois. Et donc, juste pour ouvrir et laisser la parole aux premiers intervenants, une petite citation toujours de Lionel Ruffel. Dans leur volonté de s'ouvrir à la puissance du réel, elles contestent, tout en empruntant leurs méthodes, les pouvoirs du journalisme, des sciences sociales et d'une idée de littérature indexée sur le réalisme. Leur manière de s'emparer des moyens littéraires, des moyens journalistiques et des moyens des sciences sociales pour les arracher à leurs finalités usuelles pose la question même de la littérature d'une manière inédite. Alors on va commencer donc par Ludivine qui va intervenir sur El Mesías de Marc Bellido. D'abord une sorte d'analyse un peu de l'œuvre et puis un dialogue avec Marc et puis tout le monde. Et puis après peut-être finalement Anouk directement, on verra à l'heure qu'il est, Anouk Langanet qui va intervenir sur en tant qu'autrice, mais prenant de la distance par rapport à ce qu'elle écrit, ce qui l'inspire, d'autres auteurs ou autrices qui l'inspirent, et puis comment elle fait, elle, avec cette question du document dans son propre travail artistique. Et puis moi, j'avais prévu d'intervenir un petit peu sur, finalement, ce lien entre intermédialité et inclusive, intersectionnalité. En fait, on peut les associer par un « et », mais je me suis interrogé sur ce « et » qu'on avait dans notre projet et sur la relation d'interdépendance peut-être de ces champs-là à partir de Martine Delvaux et de Catherine Dorion. Voilà, ça sera pour la matinée. Puis l'après-midi, on l'a dit, sera consacré à Emmanuel Pirer. On s'arrêtera vraiment bien à 12h30 pour un buffet, etc. Et on finira un peu plus tôt ce soir à 17h30 parce que tous les trains sont à 18h. Ok, alors merci beaucoup pour cette invitation et également merci à Marc pour sa présence durant toute la semaine. On a appris énormément de choses grâce à lui et je tiens à le remercier pour sa générosité parce qu'on a vraiment passé des moments sympas et on a pu échanger. C'est pas toujours le cas avec les artistes invités, en tout cas là, cette année on en a profité. Une réflexion sur la bande dessinée en tant qu'art intermédial invite à retenir comme objet d'étude privilégié la bande dessinée d'histoire, qu'il s'agisse de l'histoire contemporaine ou plus ancienne. La question se pose en effet pour ce genre d'ouvrage du travail sur les sources.
c'est-à-dire de toute la recherche documentaire préalable qui s'effectue à partir des différents supports et différents médias. Alors, si je me suis beaucoup intéressée dans le cadre de mon séminaire Mémoire graphique à la représentation des conflits armés en Espagne à travers le 9e art, aujourd'hui, on va parler d'un autre conflit, celui de la lutte des paysans sans terre en Andalousie, à travers le roman graphique El Mesías de Marc Bellido et Walter Manner. Nous situons dans un questionnement sur la culture du visuel. Excusez-moi. Nous situons dans un questionnement sur la culture du visuel. Nous nous interrogerons sur la généalogie et le processus d'écriture et de lecture des images. Par lesquelles la bande dessinée en fait vient modeler notre perception et compréhension de tel ou tel événement historique. Dans El Mesías, Marc Bellido et Walter Manner recourent à de nombreux documents visuels et textuels, qu'ils intègrent au dessin et qui participent à une stratégie narrative et représentative que j'exposerai un peu plus loin. Mais pour comprendre ces stratégies, je résumerai très brièvement en fait, le roman et le lieu dans lequel il se déroule, parce que c'est fondamental pour comprendre. Donc El Mesías, le Messie en français, met en scène deux personnages inspirés de la réalité. D'une part, de la réalité et de l'histoire politique de l'Espagne au cours des 40 dernières années. D'une part, excusez-moi, j'ai un petit peu de problème avec la vidéo. Le constructeur immobilier Francisco Hernando Contreras, surnommé... Ah, ça va trop vite cette fois, je suis désolée. Hop. Voilà. Surnommé Paco el Pocero, Paco l'égoutier, alias Jesus dans la fiction. Donc c'est un personnage très connu en Espagne parce qu'il symbolise en fait la figure du self-made man, c'est-à-dire qu'il est parti de rien. Il travaillait dans les égouts de Madrid et puis peu à peu il a bâti une fortune à travers la spéculation immobilière avant d'être ruiné par l'explosion de la bulle immobilière en 2008. Et d'autre part, l'autre personnage principal, c'est Juan Manuel Sánchez Gordillo, que l'on voit sur l'image avec son mégaphone, surnommé le Fidel Castro d'Andalousie, et maire de la ville de Marinaleda depuis 1979. Alors, bien que les deux personnages aient un nom différent dans la fiction, chacun s'appelle Jesus en référence à leur personnalité messianique. On constate que le dessin donc, est assez fidèle, donc il tend vers le réalisme, ce qui permet une identification immédiate aux deux personnages et un ancrage de la BD dans une réalité historique et politique. Marinaleda, où se déroule l'action, est également un lieu réel. Excusez-moi, est également un lieu réel, bien que les médias espagnols la qualifient de village utopique. Alors, en effet, les paysans sans terre qui y vivent ont décidé d'occuper dans les années 70 les terrains de l'aristocratie locale. Comme j'ai expliqué mardi, l'Andalousie est un territoire profondément inégalitaire puisque 2% en fait, des propriétaires possèdent 50% de la terre. C'est pour cette raison que le syndicat des travailleurs andalous a entrepris l'expropriation des terres de l'aristocratie à la fin des années 70. Et sous la houlette de Sánchez Gordillo, une ville utopique s'est créée. Alors, c'est 2000 habitants, c'est petit. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les gens travaillent pour des coopératives. Il y a juste une seule entreprise privée dans le village. Tout le monde touche le même salaire. Les infrastructures culturelles et sportives sont gratuites. Le Wi-Fi est gratuit. Il n'y a pas de police à Marinaleda. Et toutes les décisions sont prises collectivement en assemblée. En tout cas, c'est ce qui est avancé. Après, dans la réalité, c'est un petit peu différent.
Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, donc c'est un village andalou avec ses maisons blanches typiques. Néanmoins, on a beaucoup de fresques qui peuvent rappeler les fresques qu'on peut trouver à Cuba, avec des slogans, donc terre et utopie, souveraineté, socialisme, contre le capital, guerre sociale, ou encore, alors j'ai pas tout mis sur les photos parce qu'il y a énormément de fresques, mais une que j'aime beaucoup. Alors, éteins la télé, allume ton cerveau. Ou encore la terre pour celui qui la cultive. Donc ces slogans sont reproduits dans la bande dessinée. Les fresques murales aussi apparaissent et on voit par exemple qu'il y a un effort de la part du dessinateur et de Marc, puisque Marc est très précis, on parlera de ses scripts, hein. Il détaille au maximum les choses, voilà, il laisse peu de liberté, je ne sais pas, au dessinateur, mais voilà, tout est reproduit dans un désir de coller à la réalité. Néanmoins, pour rebondir un peu sur excusez-moi, ouais, hop. La réalité ne correspond pas nécessairement, quand on a vécu une période d'immersion d'1 an à Marinaleda, comme toi tu l'as fait, tu as travaillé 1 an là-bas comme ouvrier agricole, finalement on revient de Marinaleda avec je sais pas, un arrière-goût, une déception, un regard critique. C'est une question. Ouais, je veux pas m'avancer, mais. Bonjour tout le monde. Merci pour la semaine. C'est bien passé, très chouette. La question, c'est après avoir passé un an à Marinaleda, si je suis déçu. Ouais, comment tu qualifierais en fait J'ose pas mettre des mots en fait puisqu'on n'était pas d'accord. Bon, bref. Est-ce que tu étais déçu, critique, révolté Oui, d'une certaine manière, oui. La vérité, c'est que je suis parti de Marinaleda d'une façon pas trop, comment dire, trop chouette, de me dire au revoir, la prochaine. Non, c'était pas comme ça. Parce que j'ai fui, puisqu'à un moment donné, ils ont pensé que j'étais un journaliste fasciste qui voulait écrire pour l'ABC. Journal monarchiste et de droite. Très à droite. Et il y avait beaucoup de sospechas. Pardon pour mon petit accent. Ouais, de méfiance. Alors, après 1 an de vivre là-bas, j'avais vraiment envie de retourner et de sortir. Parce qu'à un moment donné, je me sentis presque à l'intérieur d'une sorte de secte. Oui, d'une secte. Ouais. Secte religieuse. Avant d'aller là-bas, d'être là, sur place, déjà, le titre El Messias était dans ma tête. Mais après avoir vécu 1 an là-bas, El Messias était parfait comme titre. Et d'une certaine façon, il me sont senti comme une sorte d'hérége, comme tu dis ça en français. Hérétique, c'est l'adjectif. Oui, le substantif, c'est quoi? Hérétique. Un hérétique. Ok, merci. Alors, un petit peu déçu, oui, parce que pour moi, Marinaleda, c'était une sorte de l'utopie, c'était une sorte de conte de fées que mon père et mon grand-père m'avaient raconté pendant mon enfance. Alors après ça, je me suis dit, voilà, le monde, il n'y a pas d'idéal, c'est pas possible d'utopie. Et après, j'ai vécu l'expérience en Espagne de Podemos, le parti politique,
qu'au début, j'ai commencé de la même façon, très idéaliste, avec beaucoup d'espoir. Et après d'avoir vécu l'expérience à Marinaleda, je me suis dit peut-être que ça va devenir la même chose. Et voilà, j'arrive à la même conclusion. Alors, il y a une déception, mais il y a aussi peut-être aussi un sentiment d'usurpation, parce que comme tu nous l'as expliqué, toi tu viens en fait d'Andalousie, tes grands-parents, ton grand-père a fondé le SAT, le syndicat des travailleurs andalous, et ton grand-père, pendant toute ta vie, t'a raconté des histoires. Donc, et j'imagine que dans le livre, tu te nourris aussi des histoires familiales. Et on est face à donc, un Sánchez Gordillo qui est tyrannique, qui opprime en fait le village de Marinaleda, et peut-être aussi qu'il y a un sentiment que finalement ce personnage-là, il a volé en fait le protagonisme au peuple ou au prolétariat agricole. De toute façon, je crois que c'est pas Juan Manuel Sánchez Gordillo, c'est pas un personnage tyrannique, pas lui, pas d'une façon directe. Quand tu parles avec lui, toujours il est gentil, il donne de bonnes raisons. Apparemment, toutes les décisions de les villages ils sont prises en assemblée démocratique. Et oui, c'est vrai, quand tu arrives là-bas, tu peux voir toute la salle remplie de monde qui participe. Mais après 2 semaines, tu te rends compte que personne ne dit rien contre lui. Tout le monde est d'accord, il y a un pensement unique. Et si quelqu'un a quelques petites critiques, il dit rien, parce que c'est pas lui qui va réagir, c'est tout le reste du monde, comme une sorte d'ordre, qui va réagir contre les petits hérétiques, rebelles. Non? Même si l'EMA, le slogan de tous les peuples, de tous les villages, c'est « Rebellate », c'est « Rebelle-toi ». Mais rebelle-toi contre les autres, pas contre... Ton chef. Oui, ton chef. Ouais. Et tout passait, même si c'est des petites questions, je fais des petites questions, comment je peux faire ça ou quoi, bon, il faut demander à Juan Manuel. Mais il faut demander à Juan Manuel. Et à la fin, Juan Manuel, c'est une sorte de dieu, je ne sais pas. Alors c'est intéressant la comparaison avec Dieu, parce que justement déjà dans la religion la représentation graphique des dieux, ça peut mais c'était lui-même que la première interview que je l'ai fait, lui m'a dit oui, je suis une sorte de mélange entre Gandhi, Marx et Jésus-Christ. Mais c'était lui qui m'avait dit hein. Alors Jésus, comme le prénom de personnage, c'est parfait. C'est lui-même qui s'appelle comme ça. Oui, j'ai lu la même interview, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, si on revient en fait aux influences intermédiaires, c'est qu'il y en a énormément en fait dans le livre. Il y a eu tout un travail documentaire. Tu es parti avec Water pour faire un reportage. Alors là, on voit quelques images en fait de Marinaleda. Donc, je parlais tout à l'heure de référence aux fresques cubaines. Alors évidemment, il y a le Che, hein, qui est l'avenue Che Guevara. Il y a beaucoup donc de fresques, de panneaux, d'affiches. Marinaleda en lutte pour la paix. Et ce qui est intéressant dans la BD, c'est que tu vas reproduire en fait ce matériel pour finalement le détourner. Donc là, on a l'exemple en fait, le mur, c'est le Palais des Sports, c'est ça ? Oui, voilà. Donc où on voit la fresque du Che Guevara, en fait, elle regarde une affiche de Sánchez Gordillo. Donc on dirait que les deux personnages sont en train de dialoguer. Il y a peut-être une espèce de comparaison entre l'élu local et puis le Che Guevara. Et on voit également donc une reproduction de cette affiche, là, Marinaleda en lutte pour la paix, face à une multiplication d'affiches pour les élections. Mais en fait, on voit qu'il n'y a qu'un seul parti. Marinaleda, c'est celui de Sánchez Gordillo. Et si on poursuit...
On peut voir également qu'il y a d'autres influences, comme par exemple l'infographie. Je ne sais pas si c'était volontaire ou non, mais ça m'a rappelé un peu C'était Wouter, lui, il aime les vidéos-jeux. Les jeux vidéo, ouais. Les jeux de vidéo. Lui m'avait dit que c'était inspiré quelque chose. Dit, bon, c'est parfait pour montrer tout d'un coup, dans une page, tout le village. C'est qu'un rue, avec tous les services. Et à la fin de la rue, c'est le local d'assemblée. Ouais, il y a 2 rues principales, c'est la rue de la Liberté et la rue de Che Guevara, c'est ça? Oui. Voilà, ok. Et puis l'Assemblée populaire au bout de la rue. Alors, on a aussi d'autres influences, notamment, il y a beaucoup de références bibliques. Oui. Alors, juste par rapport au slogan, j'ai beaucoup aimé en fait ces images. Alors, il y a sur la place du village un slogan qui s'appelle Un autre monde est possible. Et tu le détournes en fait dans la bande dessinée. Donc vous le reproduisez et on voit sur cette image donc l'opposition c'est un représentant du Parti socialiste en fait qui est viré de l'Assemblée populaire. Donc on voit les supporters de Sánchez Gordillo qui disent voilà, le Parti socialiste ouvrier espagnol et le Parti populaire c'est la même merde. On voit la figure messianique de Gordillo qui apparaît à l'écran et puis donc le représentant du Parti socialiste est chassé de l'Assemblée et il court et devant cette inscription Marina Leda, une utopie. Vous avez changé un peu le texte, mais voilà, c'est ironique. Et puis, donc, dans sa course, il continue en direction donc, du local du Parti socialiste et il va passer devant donc, des affiches électorales qui sont de plus en plus présentes et qui s'inspirent aussi de la réalité. Je crois que ça, c'était la campagne électorale de 2014, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais on voit qu'en fait, cette multiplication des affiches sert à montrer l'omniscience, l'omnipotence et aussi une forme d'enfermement idéologique de Sánchez Gordillo. Tu peux m'arrêter quand tu veux. Oui, c'est vrai. Tu vas très bien. Ok. Alors, autre influence, je disais, il y a tout le discours en fait et l'iconographie religieuse. Alors j'ai pris une image parmi d'autres, mais en fait, elles sont extrêmement nombreuses. Voilà. Oui, pour moi, c'était très important de montrer que la politique et la religion, ils sont dans le même code. C'est une question de passion, des émotions, pas des raisons. Et pour faire clair, c'était lui-même qui parlait. C'était très facile de faire la comparaison. Je n'ai besoin pas de faire un grand effort pour penser des liens étranges. Non, ils sont en face à moi. Et j'utilisais beaucoup de références des peintres religieux pour faire les décompositions pour les images. Moi et Wouter, le dessinateur, je les montrais toujours. Je voudrais des images comme ce tableau-là, Et il a très bien compris, il a fait un travail de fou. Alors, j'ai une question. Il y a un moment dans le roman, on voit donc Sánchez Gordillo dans sa camionnette qui appelle en fait les habitants à venir participer à une assemblée. Et il est toujours avec son mégaphone. Alors, il y a des symboles totémiques. Les symboles qui sont associés à Sánchez Gordillo, c'est le foulard palestinien, évidemment, le mégaphone et puis la logorée verbale. Il est toujours en train de parler. Il y a énormément de mouvements cinétiques aussi. On a l'impression qu'il est un peu hystérique. Et donc, quand il est dans sa camionnette, il appelle les habitants et il récite une prière. Notre Père, protégez-nous du capitalisme, je ne sais quoi, alors je ne sais plus où est la page. Est-ce que ça, c'est réel ou c'est caricatural? Le texte, que c'est un sort de prix... De prière. El Padre Nuestro. Notre Père. Et voilà, oui. C'est ça. Non, c'est une composition à lui. Lui, il avait... de la même façon que Chavez à Venezuela, une émission toutes les semaines.
qui fait une sorte d'analyse de l'actualité. L'émission, ça durait toujours 5 heures, plus ou moins. Et lui, à la fin, il a fait un poème, toujours. Et une fois qu'il était là, devant moi, il a fait, c'était un poème. Et lui, il a dit, voilà, nous sommes athées, grâce à Dieu, mais je suis, comme dire, pas supporter, seguidor, follower, non, un partisan, un supporter de Jésus-Christ, comme homme. Hein. Donc, il a fait une version de notre Père, mais à sa façon. C'est pas du tout une invention à moi. Et pour être sûr du texte, le texte est encadré et accroché sur le mur de la télé. Et voilà, j'ai pris des photos et après j'ai copié le texte. Et à la fin de chaque émission, il fait comme ça, un sort de messe, missa. Oui, c'est une messe télévisuelle. En fait. Voilà, et à la messe, son Dieu. Dieu, c'est lui. Au moins, le Messie. Et il prie, mais à sa façon. Voilà. Alors, on peut citer un exemple, là j'ai sous les yeux. Donc, notre Père Oui. qui est sur la terre, rampant parmi les millions de pauvres affamés, et sans toi, que ton nom soit sanctifié, même si c'est interdit par la loi, afin que l'Empire ou l'un de ses gouvernements assassins puisse nous condamner pour rébellion, subversion ou acte révolutionnaire. Donc, voilà, c'est le genre de poème. Oui. Alors, c'est très facile pour moi pour faire le lien avec la religion, parce que c'est lui-même qui parle comme ça. Et si on parle d'intermédialité, dans la même page ici, il y a comment ça s'appelle ça des partitions musicales. Voilà. C'est parce que les programmes, les images, ils sont avec des images des animaux, de la nature, des parcs Yellowstone aux États-Unis, mais bon, elles sont très belles. Et avec des musiques de guitare, et très, c'est pas comme dire, kitsch quand même. Et en attendant que lui, il fait le prix, non? Mais ça, c'est la vraie partition de la musique en guitare que c'était sur la télé. Alors, quand tu peux lire cette page, c'est littéralement ce que tu peux écouter dans l'émission, ils sont des vraies images de la télé. Parce que j'ai passé un an là-bas et j'ai passé beaucoup de semaines en train de regarder comme lui il a fait son émission. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de est-ce que le médium apparaît ou n'apparaît pas, et ça renvoie en fait au concept de hypermédiatie et immédiatie qui a été développé donc, à la fin des années 90 par J. David Butler et Richard Guérin dans Remediation and Understanding New Media. Le premier concept, donc hypermédiatie, désigne les techniques qui visent en fait à exacerber la matérialité des médias qui sont utilisés, et tandis que l'immédiatie, ça consiste à cacher le médium. En fait, le médium disparaît et nous laisse en présence de l'objet représenté. Alors, comme tu l'as dit, ce qui est intéressant dans cette BD, c'est qu'en fait, El Mesías, il représente deux personnages qui, dans la réalité, sont déjà médiatisés. Donc Paco el Pocero, il apparaît dans la presse économique comme voilà le gars qui a réussi dans la vie, mais aussi dans la presse du cœur, la presse sensationnaliste, parce qu'en fait sa fortune lui a permis d'approcher des artistes, le monde de la farandula. Oui. Donc moi je me rappelle d'images par exemple de Paco el Pocero qui dansait le flamenco avec des danseuses avec des robes à points, des chanteuses, etc. Et finalement, dans la BD, il va avoir une relation avec une femme qui n'a rien à voir avec ça. Elle plante des salades, elle construit sa maison et puis elle coud des drapeaux pour aller manifester. Et Sánchez Gordillo, c'est pareil. Et beaucoup de fois dans le roman, on voit apparaître en fait le médium. Donc ça peut être voilà, quand il récite, c'est la messe télévisée du samedi soir. Quand il récite ses prières là, anticapitalistes, ou également quand ils ont fait l'assaut du supermarché, donc c'était Mercadona ou Mercadona, ok. Donc, voilà,
Un carrefour aussi. Et Carrefour aussi, ok. Donc voilà, ça fait une énorme histoire en Espagne parce que pendant la crise, la crise de 2018, il y avait énormément de gens qui étaient au chômage. Je crois qu'en Andalousie, il y avait 40% de chômage dans la province de Cadiz, ou 60%, enfin, c'était énorme. Donc Sánchez Gordillo, pour faire parler de lui, également attirer l'attention sur le problème de la pauvreté, vont faire des attaques de supermarchés. Donc voilà, enfin, en réalité, ils ont attaqué. Expropriation. Expropriation, pardon. Voilà, ils vont exproprier de la nourriture. Il y a 2 supermarchés, voilà, c'est pas énorme, mais ça va avoir un retentissement incroyable. Alors les chaînes en direct continuent, on voit voilà, les militants sortir avec les caddies, etc. Et ça, tu le recrées, et je crois même que c'est toi qui as filmé une des scènes. Oui, c'était pendant l'année 2012. Il y avait vraiment un problème à l'Andalousie. Il y avait 500 000 personnes sans revenus, pas de chômage, rien de rien. Il y avait un problème d'hambre, De faim. De faim. Pas trop grand, mais ça existait. Et pour tirer l'attention à ce sujet-là, ils ont décidé dans une assemblée. L'Assemblée, ça a été dans une occupation de terres à plein air, 200 personnes, en train de discuter qu'est-ce qu'on va faire pour tirer l'attention des médias. Parce que les syndicats des travailleurs, ils sont petits, pas trop d'argent. Et il faut faire des actions très médiatiques pour tirer l'attention et pour signaler les problèmes. Et quelqu'un a dit pourquoi on va voler un supermarché? Et tout le monde dit ah oui, pourquoi pas. Mais c'est important de ne pas voler des jamons, des chocolats, non, des produits basiques, des huiles d'olive, de la farine, des biscuits simples, tout ça. On voit d'ailleurs la liste des courses dans la BD. Très très bien organisé. Et on va prévenir à la police et on va prévenir à tous les médias. Et quelqu'un d'entre nous, dans ces cas-là, c'était moi, on va faire des reportages pour avoir des images. Bon, ils ont fait ça. Ils sont arrivés au supermarché, ils sont 10 personnes dans le Mercadona. Il y avait une autre équipe à un Carrefour dans une autre ville. Mais tout le monde était prévenu, la police était là. Ils ne savaient pas même qu'est-ce qui va passer, mais quelque chose va passer. Et à un moment donné, lui, il était là, mais à l'extérieur, il lui dit « à l'attaque !» Tout le monde a pris sur les caddies, c'est pas comment, les chariots. Ils sont sortis en train de fuir. Et il y avait un petit incident, c'est dit, parce que la caissière, elle a bloqué la sortie. Donc, à un moment donné, il y avait une sorte de lutte. Et j'ai fait la filmation en même temps. Et c'est ces images qui sont sorties dans tous les téléjournaux, dans toutes les émissions. Voilà. 2 semaines. Dans l'Espagne, c'est parlé que de ça. Sánchez Gordillo propose de voler, de faire des expropriations dans tous les supermarchés. Ce n'était pas le point. Mais bon, l'objectif, c'était ça, de faire parler les médias qu'il y avait un problème. Mais à la fin, personne parlait du problème, parlait de Sánchez Gordillo comme une sorte de politicien dangereux, communiste, à la façon de Castro. D'une certaine manière, c'était vrai, mais ce n'était pas le plus important. Alors, pour peut-être terminer, parce que finalement, bon, on n'a pas le temps de développer énormément. Bon, l'idée, c'est aussi d'inciter les gens à lire la BD s'ils ne l'ont pas déjà lue. Donc, on a toute une accumulation de matériel, mais peut-être, moi, il y a aussi certains documents, en fait, certaines images qui ont fait écho, et je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Donc là, on a le deuxième personnage, donc Paco el Posero, et à plusieurs reprises, ça a fait écho en fait à des images que j'avais en tête. Donc ça fait référence à notre patrimoine visuel populaire aussi, parce que là, on a donc une photo de Paco el Posero sur son yacht.
Et je me suis posé la question si c'était volontaire que dans la BD, à plusieurs reprises, il apparaît un peu de manière... Non. Non. Maintenant que je vois les images, je dis oui, c'est vrai, mais c'était pas volontaire. Alors peut-être que toi-même, tu es imprégné par ces images. Oui. Il y a beaucoup d'images, des références qui sont à l'intérieur de nous sans savoir. Ils sont déjà comme ça. Mais concrètement, cette image, ce n'était pas une description que j'ai expliquée à Wouter, c'est lui. Peut-être que lui, s'il avait cette image dans sa tête. C'était le cas à moi. Ok, d'accord. Donc, bon, alors, on n'a pas le temps de développer, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu as parlé mardi qu'il y a différentes strates, en fait, dans la BD. Et puis, celle-là, moi, j'aimerais beaucoup l'explorer, en fait, parce que... Alors, tu nous as expliqué que la BD, en fait, elle n'avait pas été publiée en Espagne pour des raisons assez claires. Hein. Donc, elle a été publiée en France par une petite maison d'édition, Vide Cocagne, à Nantes, une des seules qui a accepté de vous publier. En Espagne, il n'y a pas d'édition en espagnol. Et c'est dommage parce que ça fait référence à ce que je disais sur l'immédiatie. Il y a parfois, on voit le médium et parfois, on ne le voit pas. Ou alors, le lecteur, il l'imagine. Moi, voilà, ça fait écho à des images que j'avais dans ma tête, donc à mes représentations mentales du personnage. Et peut-être aussi, c'est une difficulté pour le lecteur français qui ne connaît pas en fait cette culture visuelle, voilà, espagnole. Peut-être il perd en fait une partie des différentes strates de El Mesías. Et pour conclure, alors bon, moi j'étais très intéressée par tout ce que tu nous as dit cette semaine, mais aussi par tes paradoxes, parce que tu nous as expliqué hier, je crois qu'à l'âge de 17 ans, tu étais partie à Sarajevo pour documenter la guerre, parce que tu avais une vision romantique de la guerre, voilà, bon, bref. Et tu es partie là-bas, et donc tu t'es rendu compte que pour conter une histoire, tu ne pouvais pas l'envisager, l'histoire, sans l'image. Mais d'un autre côté, tu nous disais que pour toi, une image ne vaut pas 1000 mots. Donc il fallait nécessairement intégrer le texte et l'image. Donc tu as compris très tôt que la BD, c'était un support qui était fait pour toi. Pourtant, tu ne lis pas de BD. Oui, c'est vrai. C'est un paradoxe. Et hier, tu nous as fait aussi... tu nous as donné ton script à jouer, enfin un script, et j'ai été très surprise en fait du script, parce que pour moi c'est un roman. Oui. Mais c'est pas un roman graphique. Tout est détaillé, on a l'impression de lire un roman, et après c'est ce qui remet en fait à l'illustrateur. Oui, oui, j'ai donné le script de Salto, oui, de la partie que c'est pas publié, que c'est pas fait partie du résultat final. Mais c'est vrai que ma façon d'écrire, c'est comme d'écrire un roman. Judith, par exemple, elle était très étonnée au début, d'une façon agréable, mais après 200 pages de scénario, elle m'a dit c'est pas un scénario, c'est un roman, je dois faire une adaptation. Je dis non, c'est pas une adaptation, parce que même si j'ai fait une description d'une table de cet espace maintenant, j'essaie de faire d'une façon littéraire. Mais peut-être que c'est mon background andalou, très rococo, baroque, je ne sais pas, que j'aime bien beaucoup tous les adjectifs. Mais bon, c'est un plaisir pour moi l'écriture. Parfois, c'est la souffrance, mais d'écrire et d'arriver à faire des choses que j'ai lues ou que je voudrais lire. Quand je fais le scénario, c'est comme ça. Mais je crois que c'est à cause que je ne suis pas lecteur de BD. Je n'ai jamais fait avant un scénario pour un BD. Alors, ma façon de faire, c'est comme si je te raconte qu'est-ce que tu dois dessiner, comme je vois l'image, avec tous les détails possibles. Puisque dans ma tête et l'image, tout est important, il n'y a rien gratuit. Et en même temps, je pense que quand l'artiste lit le scénario, il y a la place pour l'interprétation. Et c'est ça que j'aime beaucoup, de travailler avec des artistes différents.
Parce que dans le même scénario, dépend de quel artiste le va lire, pour faire des interprétations complètement différentes, même si c'est très précis, qu'est-ce que je voudrais comme cadre, comme plan, ou quel objet il faut avoir dans le dessin. J'ai une dernière question et je finirai là-dessus. Tu nous as expliqué mardi qu'en fait, le choix du noir et blanc, mais qui n'est pas noir et blanc, c'est du gris, en fait, il avait été influencé par la maison d'édition. C'est-à-dire qu'en fait, tu aurais voulu, toi, une BD en couleur, mais les contraintes budgétaires font que c'est pas toujours possible. Donc, tu as choisi... On vous a imposé, finalement, avec Auteur, le gris. Et si la BD pouvait sortir en Espagne, parce qu'on rappelle qu'en fait, voilà, il n'y a pas de maison d'édition qui ose publier cette BD, parce que finalement, elle désacralise une icône de gauche. Il y a une édition pirate à Cuba qui a été envoyée à Marina Leda, mais bon, voilà. Et s'il y avait une maison d'édition qui a accepté de publier, avec des moyens, est-ce que tu accepterais la couleur ou tu le laisserais tel quel? Je laisserai comme ça. Oui, parce qu'au début, c'était des raisons économiques, non? Mais à la fin, j'ai vu que le résultat, ça marchait très bien avec l'esprit de l'ouvrage, parce que c'est ça la raison qu'il n'y a aucune maison d'édition voulait faire pour l'instant. Puisqu'elle pense dans le niveau de le livre, c'est bien, mais il faut le vendre. C'est qui les target, c'est qui va acheter. Ouais. Quoi? Les cibles. Voilà, la cible. Merci. C'est du monde de gauche, de droite, mais l'Espagne, c'est comme ça. Si tu es de gauche, tu es de gauche, si tu es de droite, tu es de droite. Et tu peux faire pas la critique à ton propre côté. Donc, quelqu'un de droite n'est pas intéressé de Marina Leda. Personne de droite voudrait acheter. Et la personne de gauche peut acheter un livre, mais après, les bouche-oreille va dire non, c'est contre-révolutionnaire, c'est contre le mouvement, c'est contre la lutte. Alors, c'est gris. C'est pas noir, c'est pas blanc. Alors, je trouve que c'est parfait, l'élection, finalement. Okay. Alors, il y a peut-être un espoir, hein, puisqu'en parlant avec Manuel, il nous expliquait qu'il avait fait un stage dans une maison d'édition de droite et que la droite a découvert qu'il y avait un lectorat de gauche qui est certainement beaucoup plus nombreux que l'électorat de droite. Donc, peut-être qu'une maison d'édition acceptera de publier. Ça sera chouette parce que, oui, le Marie Conté et le propriétaire de la maison d'édition, c'est un ancien ministre de PP. Alors, c'est un éditeur de parti populaire à droite. Va faire finalement le Messie, c'est un vrai miracle. Miracle, on reste dans le messianique. Tout à fait. Ok, alors merci Marc, je vous invite à poursuivre la conversation durant les pauses et voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. On va quand même, si jamais vous voulez, poser une ou deux questions. Voilà. On a déjà appris que tu allais être édité par un éditeur de droite, donc ça doit faire plaisir, je pense. Non, mais voilà, si jamais vous voulez dialoguer un petit peu avec Marc et Ludivine sur ce qu'elles ont proposé, on prend 5 minutes et puis après on fait une petite pause, mais vraiment minuscule, vous voyez, 5 minutes. Voilà, puis on revient. Je voulais aussi dire, parce que ça a été évoqué, pardon Hélène, que a priori, les quelques ouvrages qui restaient, notamment de Marc, sont présents quelque part. Clara, dites-moi où. Juste devant, voilà, et puis ceux d'Anouk aussi, de celles et ceux qui intervenaient cette semaine. Donc on a, voilà, donc si jamais il y en a qui n'ont pas encore, c'est possible. Oui, j'ai bien compris que le livre n'avait pas été donc publié en espagnol, mais est-ce que du coup toute cette communauté en a eu connaissance et est-ce qu'ils ont réagi, est-ce qu'éventuellement ils l'ont lu donc en français, quels ont été les retours? Dans le village à Marina Leda, il y a 2 personnes qui ont lu le livre. Juan Manuel Sánchez Gordillo, dans une édition en espagnol pirate qui vient de Cuba, en photocopie. Je ne sais pas comment ça passait, mais ça passait. Mais au Cuba, apparemment,
j'étais pendant l'année, quelle année nous sommes, en 2018. J'étais là, j'ai voyagé, et je me ressentis bizarre parce qu'à cause qu'il y avait cette copie pirate, et c'est considéré comme contre-révolutionnaire. Alors, Juan Manuel, oui, il a lu le livre à partir de ce moment-là et il a dit Marc, il n'est pas bienvenu dans la ville. Il y a une autre, c'est une fille qui habite en France, à Bordeaux. Et par hasard, je l'ai rencontrée à Bordeaux, 3 ans avant, elle fait 3 ans. Et elle habitait là-bas et il bien aimé les livres parce que c'est tout ce que je raconte, il n'y a rien. J'aime bien de dire que c'est une faux fiction. Parce que tout est vrai, sauf les prénoms de personnages, mais pour le reste, tout est vrai et toutes les scènes ils sont partie de la réalité et moi-même j'ai vécu ça. Alors, elle, qui a sorti de Marina Leda, elle a lu le livre, il était très étonné, comme si, oh, wow, tu as osé, parce que j'ai vécu là-bas, à côté de Juan Manuel, pendant 1 an, j'étais son ombre, c'était comme ça, sous ombre, presque. C'est vrai que ce comportement est très généreux, parce qu'il m'a permis d'être partout, dans toutes les réunions, même dans les petits secrets, tout. Et voilà, pour lui, moi, je suis un traidor. Mais pour la fille qui habitait en France, qui habitait là-bas, j'ai dit que la vérité. Alors, je pense que si quelqu'un ose en Espagne de publier en Marina Leda, ça va changer la façon de me voir et peut-être que je peux aller à prendre un verre là-bas la prochaine fois. Mais quand il vous a pris sous son aile, il connaissait votre projet de faire un livre ? Oui, d'accord. Oui. J'ai tout expliqué, même les titres de travail que c'était depuis le début El Messias. Mais je ne sais pas, elle pensait peut-être que j'étais un apostole à lui. La géographie. Il attendait une géographie. Ça va ? Moi, j'avais une question, Ludivine, sur un moment, le cadrage. Tu sais, quand tu as dit, il y a les slogans sur le Palais des Sports, Ouais. et puis après, on voyait une sorte de dialogue entre 2 affiches, mais entre la photo et le dessin, il y avait un cadrage très, très différent. Alors, est-ce que... Et d'où venaient les photos, en gros, c'est ma question. Et est-ce que cette question du recadrage, comme ça, permet le point de vue ? Ou est-ce que... Ou pas, ou c'est le hasard, enfin, il n'y a rien de spécial. La photo que tu as mise, la photo c'est pris d'Internet. Hein, Oui, elle a été prise d'Internet. Non, est-ce que... Attends, je vais la remettre. Quand j'ai fait un voyage avec Wouter pendant 1 semaine, avant de... C'est à cause de ça que j'ai décidé de rester là. Parce que j'avais le projet d'écrire le Messias, j'avais la petite idée, inspirée sur le conte de fées que mon grand-père et mon père m'avaient raconté. J'ai raconté le projet, l'idée à Wouter, et lui, il a dit, waouh, mais ça existe, c'est vrai ou pas ? Et c'est vrai. Et on a parlé avec plusieurs magasins belges, et à la fin, ils ont envoyé à nous, payé, pour passer 1 semaine pour écrire un reportage graphique. Et finalement, le reportage a été publié, qui s'appelle Somonte. C'est en français aussi, je pense. Mais notre voyage, pendant 1 semaine là-bas, j'ai pris, c'était 10 giras de photos, des milliards et milliards de photos. La majorité, pas d'intérêt photographique, mais pour la documentation après de faire le dessin. Alors, cette photo, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une photo à nous. Le dessin, ce n'est pas inspiré, c'est une copie d'une vraie photo qu'on a pris déjà, prévenu que ça va devenir une caisse d'une page. Donc, le cadre, ce n'est pas une interprétation de cette photo-là. La photo, c'était comme ça. C'était pris déjà comme ça. J'ai travaillé comme photographe de guerre, photojournaliste. Alors, j'essaie de raconter des petites choses avec l'image. Donc, ce dialogue, c'était exprès déjà fait avant de faire le dessin.
Et sur le deuxième, mettre des barbelés avec le discours, enfin, le mot paix, là, c'est pour le coup une interprétation et un détournement total par rapport à la photo. Quoi, pardon Le fait qu'il y ait c'est des barbelés, tu dis non, c'est des arbres, mais c'est intéressant que tu vois des barbelés. Ah non, je croyais que tu avais dit ça tout à l'heure. L'ombre à droite, des arbres. Ouais. Non, sur le dessin, il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas tout ça. Y a pas Non, oui, c'était comme ça. Mais ceci étant, tu as des murs, voilà, tu as des murs qui font des frontières, effectivement. Donc. Non, mais c'est mes yeux, en fait. Là, maintenant, je vois que c'est écrit, alors que de loin, je voyais des petits barbelés. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Jean-Jacques. Oui, j'avais un peu la question par rapport à tout le matériau du texte que tu as. Est-ce que tu envisagerais pas d'écrire un roman? Un roman? Oui, de faire l'inverse, c'est-à-dire que souvent on passe de l'adaptation d'un livre à une BD, mais vu la qualité de tes descriptions, ton immersion dans les lieux où tu vas, parce que Saltes, il y a un peu, enfin, c'est encore plus un travail d'immersion qui a été encore plus important, et dont tu dis qu'il te reste encore beaucoup de matériaux écrits. Oui. Pourquoi ne pas penser à un roman? Pourquoi pas, oui. Non, Saltes, par exemple, à l'origine, c'était un roman. C'est ça que j'ai écrit. Mais par hasard, j'ai rencontré Judith Van Nissendal. Elle a lu le roman. Elle m'a dit je voudrais faire ça en BD. Et c'est après que j'ai fait l'adaptation. J'ai écrit le scénario complètement. J'ai rien à voir le roman original avec Salto, le final. Mais c'est vrai que ça m'a donné l'idée. Peut-être qu'en bande dessinée, c'est compliqué d'être retrouvé en maison d'édition, mais en roman, peut-être que je peux faire à gauche et à droite des petites. Merci. Pourquoi pas, oui. Ouais, c'est juste une remarque presque de cuisine interne de création, mais on parle d'intermédialité, de différentes formes. Est-ce qu'il faut refaire un roman et sans les images ou le rapport avec le dessinateur? Et moi, j'aime beaucoup la remarque que vous avez faite. Est-ce que c'était pensé, conscientisé, le rapprochement de l'image du mec sur son yacht avec la manière dont il se tenait, dont il positionnait son corps comme ça dans l'espace, et la manière dont il se présente à la foule en s'appuyant contre un parapet. Enfin, je pense à un parapet où je fais comme Stéphane, non, il n'y a pas de parapet, c'est autre chose. Mais... c'est une maison en autoconstruction. Voilà, non, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant là, parce que je dis ça en plus, moi, c'est vraiment un truc un des axes de mon travail qui m'a longtemps obsédé, quoi. C'est la présence du corps en tant que... Comment une présence même, majoritairement effectivement masculine, s'impose en termes de position de pouvoir, et comment le corps porte une organisation sociale autour de lui, avec un certain espace en fonction du pouvoir qu'il a, qu'on va lui laisser, etc., presque inconsciemment. Et ça, c'est très visuel. Et moi, je me souviens qu'une des raisons pour lesquelles j'ai à un moment donné arrêté d'écrire des bouquins et j'ai commencé à travailler à la photographie, c'est parce que cette question-là m'obsédait. Et je me dis, il faut vraiment travailler avec les corps directement, soit au plateau, au théâtre, soit au cinéma, etc. Et c'était intéressant parce que, aussi, un des reproches qui est souvent fait, c'est un reproche de grand-père et de grand-mère, mais ce serait là, on l'entend plus trop maintenant, mais souvenez-vous, ouais, les enfants sont passifs devant des BD. Et là, je trouve ça intéressant parce que ça relance la question de l'activation de la lecture en tant que processus créatif. C'est que le rapprochement entre cette position du corps qu'on voit du type sur son yacht et dans sa posture à une adresse sociale et politique, elle est mentalement faite avec l'image. Et quand bien même il y aurait une description hyper précise en littérature, soit la littérature l'a fait de manière autoritaire et on va ne voir que ça, soit, et je trouve ça beaucoup plus fort, de la laisser naître et mûrir en nous dans le processus de lecture, quoi. Et je trouve que cette dimension, elle rentre en plein dans non pas dans la justification de l'intermédialité, mais il y a un moment donné aussi sortir de la toute-puissance d'un point de vue ou d'une description
permet un enrichissement, non pas de la lecture, mais finalement du sens, parce qu'on produit des choses beaucoup plus puissantes en se laissant guider par l'association de signes. Moi, en tant que lecteur ou lectrice, je décide d'associer tel signe ou telle image qui fait sens pour moi. Bon, des fois, ça foire, genre les barbelés, mais des fois... non, excuse-moi. Mais je trouve ça hyper intéressant, et c'est une des raisons pour laquelle l'intermédialité ou la sortie des signes, elle est prometteuse en termes de production de sens, à mon avis. Merci. Oui. Non, il n'y avait pas de questions, non? Non, mais Ouais, non. ça va? Bon, à la prochaine.